et bienvenue dans un nouvel épisode de Commentabule. Et aujourd'hui, on n'invite pas un artiste, on n'invite pas un scénariste, on invite un producteur. Ça change et je suis très contente de pouvoir échanger avec Marceau, avec David Fressino. Ça va ? Ça va très très bien, merci de m'accueillir. Effectivement, c'est un domaine un peu particulier, mais qui a beaucoup de liens avec la BD, on va en parler. Ouais. Exactement, parce que donc avec Marceau, je lui ai proposé qu'on aborde, on va aborder plein de choses, mais notamment le dernier documentaire que tu as produit, qui a été diffusé sur Warner TV Next, Les héritiers de Captain Africa, qui a été écrit par Xavier Fournier. Tout à fait, visage incontournable, le monsieur histoire du comics, il déteste quand je dis ça, l'historien du comics, il est là, non, tais-toi. En même temps, c'est simple de le mentionner comme ça. Complètement. Il a une vraie culture G sur le comics en général. C'est aussi lui qui a parlé des super-héros et super-héroïnes en France. Moi, j'ai eu le plaisir de l'aborder en table ronde l'année dernière au Cabaret Vert avec Thierry Mornay notamment et Michel Monteiller. Et je m'étais notamment renseignée avec ses ouvrages qui sont hyper intéressants. Et c'est pas le premier coup d'essai parce que tu as déjà collaboré avec lui. Exactement. Je vous raconterai comment Xavier m'a sorti de ma retraite par rapport à ça. Ta retraite? Ouais, oh là là. Tout vous raconter. Tu sais, je fais des petits teasings, tu vois. Mais oui, c'est fou. Et là, du coup, après, on le prend en extrait, on le met au début et tu vas changer toute la phase de ce podcast. Est-ce que déjà, peut-être, tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle David Fressino. Moi, j'ai commencé comme scénariste, pas du tout dans le comics, mais pour les programmes courts à la télé, puisque un de mes papas en télé, c'est Alain Capov, qui est producteur de scènes de ménage et Caméra Café. Okay. Le second, c'est Mac Lesguy, qui m'a appris à créer, imaginer, structurer un projet d'émission. Et j'étais un scénariste débordant. Donc c'est-à-dire que je pouvais pas m'empêcher d'aller chercher les comédiens que je voyais bien dans le projet. Je pouvais pas m'empêcher de leur présenter d'autres coproducteurs. Et puis un jour, c'est un associé d'Alain Capov qui me dit « Mais écoute, tu sais que ce que tu fais là, c'est un métier en fait. » Et je dis « Ah ouais, c'est quoi ?» Il me dit « C'est de la production. » Je dis « Waouh, révélation, je vais pouvoir faire un truc trop bien et tout. » Et donc voilà, donc j'ai créé ma société avec mon associé, je dis pas de bêtises, ça doit être 2007 ou 2008. On a commencé à produire des programmes en région avec l'envie d'utiliser ça comme un labo et de pouvoir amener après ces programmes-là en chaîne nationale. Notre gros coup d'essai, ça a été plus ou moins geek, qu'on a développé avec une chaîne en local et qui a fini sur les chaînes Planète. On a fait 4 saisons de 70 épisodes en tout, où on a été interrogé plein d'auteurs de bandes dessinées, de comics, mais aussi de franco-belges, des réalisateurs de films d'horreur, des créateurs de séries télé. Et voilà, et de fil en aiguille, voilà, la société a continué à avoir son petit bonhomme de chemin. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis producteur, je suis aussi scénariste, j'anime aussi un podcast à côté. Et voilà, tout ça s'enrichit finalement et se fait des ping-pong et surtout me permet de ne pas m'épuiser sur un seul domaine, mais d'aller trouver de l'énergie pour après pouvoir rebondir et de rencontrer des gens qui me fascinent, c'est-à-dire des gens qui sont curieux, qui ont un savoir de ouf, donc Xavier Fournier. Évidemment. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur la définition et ce qu'est concrètement un producteur, parce que je pense que peut-être pour les personnes, c'est marrant parce que moi j'avais fait des études en histoire et audiovisuel et en fait quand je suis arrivée c'était assez clair le métier de scénariste, etc., d'assistante de production, assistant ou assistante, mais producteur, c'est vrai que les gens font pas mal d'amalgame entre la production et la réalisation. Alors je suis en plus réalisateur, donc je vais pouvoir vraiment dissocier. Le réalisateur, c'est vraiment il a une mission, il a son projet, il va falloir qu'il choisisse ses angles de réalisation, qu'il place ses caméras, qu'il structure l'histoire qu'il va raconter, etc., etc. Le producteur, souvent on me dit aussi, c'est celui qui finance. C'est faux, c'est celui qui va chercher les financements. C'est-à-dire qu'un producteur, il va aller convaincre une chaîne de télévision qui, elle, va mettre de l'argent sur le projet. Le producteur, il va peut-être aller voir une région, Bretagne, Rhône-Alpes, tout ce qu'on veut, pour aller rechercher des fonds aussi qui vont compléter l'argent de ce diffuseur. Il va faire peut-être aussi des demandes au niveau du CNC pour avoir des aides automatiques. Le CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie. Et donc le producteur, son but, c'est d'aller chercher à ces différents guichets des sommes complémentaires qui vont, à l'arrivée, permettre de financer le film dans la meilleure économie possible, qui est jamais assez, on va pas se mentir, hein, c'est à chaque fois on est là, c'est un peu serré quand même. Et donc voilà, et il est en charge de la bonne fin.
de la bonne fin de la production. C'est-à-dire que si d'un coup le réalisateur part en sucette, se drogue, que le scénariste se jette dans la scène et se laisse dériver jusqu'à la Manche, c'est quand même le producteur qui est en charge. Demandez à Xavier Fournier. Non, pauvre Xavier, j'en profite, il n'est pas là. Donc voilà, donc il y a vraiment, c'est lui qui est pas forcément à la base du projet. On en parlera, mais Xavier, c'est lui qui m'a amené les projets à la base. Après, je vous expliquerai en quoi ça a tilté aussi chez moi, parce que je suis pas amené à produire que des choses autour de la culture geek. J'en ai fait beaucoup. C'est aussi pour ça des fois qu'on m'amène des projets spécifiques, mais après j'ai été travailler sur d'autres domaines. Mais voilà, donc on trouve le bon projet, on essaie de trouver les financements pour le faire correctement, et on assure une livraison à la chaîne avec un projet dont le but est vraiment d'être le plus représentatif possible de l'idée de base, même si souvent cette idée elle peut évoluer au fur et à mesure de la production, de la réalisation et du montage. Et du coup, sur la livraison à la chaîne, est-ce que c'est forcément la chaîne qui, par exemple, a donné des sous au début qui va récupérer les droits de diffusion, ou alors ça peut être une autre chaîne qui est juste cette chaîne a donné des sous, mais et pas forcément, se sent pas forcément d'être la chaîne pour diffuser le documentaire ou le film. Non, ils tiennent à leurs sous, donc quand ils mettent les ronds, c'est vraiment ils veulent vraiment le projet. C'est même ce qui est un peu le nerf de la guerre, tu vois. Et par contre, les temps de production peuvent être très longs. En fait, c'est-à-dire que sur un documentaire, en général, moi je suis quasiment sur une année de travail entre le moment où on le vend et le moment où on le livre. Après, je vous expliquerai aussi pourquoi sur les documentaires qu'on fait avec Xavier, c'est des fois un peu plus long. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté, c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont à l'étranger. Il faut trouver les bons intervenants. Sur le dernier qu'on a fait, qui se passe autour des dessinateurs et des créateurs de comics en Afrique, il a fallu trouver toute la banque d'archives. Donc c'est un travail qui est quand même de longue haleine. Et là, en l'occurrence, du coup, le documentaire, c'était sur Warner TV Next. Ouais. Est-ce que, du coup, c'est une grosse machine derrière le nom Warner, déjà, ça complètement. résonne. Alors, faut savoir qu'en fait, est-ce que je peux repartir au début de l'histoire ? Ouais, vas-y, avec plaisir. Allons-y. Nous, on se replonge. Je pense qu'il y a 5-6 ans, moi, j'en avais un peu soupé, en fait, de la prod télé. J'avais 2-3 expériences parce que il y a beaucoup d'ego dans ce métier-là, donc c'est compliqué des fois avec les chaînes. T'as des trucs qui se font, t'as des petits coups un peu de Trafalgar d'autres producteurs, donc c'est pas très agréable des fois. Et je sortais d'une expérience où je m'étais dit calmos, je vais prendre un peu de temps. Et Xavier, je l'avais reçu quelques années avant dans cette émission qui s'appelait Plus ou moins Geek, donc qui était une hebdomadaire. Et il y a 5 ans, il m'appelle et il me dit écoute, tu es le seul producteur que je connais. Ce qui donc est mon gage de qualité, vous verrez, c'est quand on vient me chercher parce que je suis la seule personne qu'on connaît. Et puis il me dit voilà. Toute la planète. Toute la planète. Et il me dit voilà, j'ai un projet de doc sur les super-héros. Je dis ouais, c'est compliqué à vendre. Faut savoir aussi que c'est pas quand on va voir une chaîne de télévision en disant voilà, le projet c'est de parler des comics, honnêtement c'est ultra compliqué. C'était déjà compliqué il y a 10 ans quand on faisait Plus ou moins Geek, mais c'était noyé dans la masse parce qu'il y avait aussi des créateurs de séries télé, comme je le disais, des réalisateurs de films d'horreur, des romanciers, enfin voilà. Et tu t'es pas dit, malgré le succès des films, etc., non, tu voyais tout de suite les difficultés. Étonnant, en fait. Il y a une vraie dissonance là-dessus. C'est-à-dire que quand on voit plein à la télé, t'as un film genre, tu vois, Conjurious 5, Destination Finale 17 au cinéma, ça va faire entre 500 000 et 1 million d'entrées. Mais la télévision a du mal à porter cette caractéristique. Mais d'ailleurs, l'émission de cinéma de Le Cercle de Canal+ a été fortement menacée. Peut-être ce sera déjà annulé au moment où ce podcast sera diffusé. Mais il y a curieusement, la bande dessinée se vend très bien. Tu vois, le manga, c'est des grosses ventes. Et tu n'as pas cet écho dans les médias, en fait. Tu vois, c'est comme si ça restait encore un gros mot, comme si ça restait encore une culture qui intéresse personne. Or, les chiffres, tu vois, sont là, quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'on considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un décryptage ou qu'il n'y a pas d'intellect, enfin que ça va peut-être pas plus loin. Ouais, c'est ça, ou qu'on est tous encore des grands, tu vois, des grands couillons et grandes couillonnes, tu vois, ils s'intéressent à ça, sauf qu'aujourd'hui, les gens qui déjà ont découvert ça dans les années 80, ils ont 50, 60, voire plus, tu vois, donc
Donc voilà, donc Xavier me contacte, il me dit voilà, t'es le seul que je connais, donc je te propose le projet. Je lui dis ouais, mais quel est l'axe? Et il me dit si t'accroches, il me dit tu sais, avant, dans l'histoire du comics aux États-Unis, on considérait que les petits garçons n'allaient pas lire des histoires écrites par les filles, donc on a invisibilisé les femmes. Donc là je me dis waouh, là il y a une histoire, tu vois, j'en ai des frissons quand je te parle, à chaque fois je trouve que l'ancrage il est ouf. Je me dis, c'était il y a 5 ans, je me dis, il y a une vraie résonance avec une actualité. On était vraiment au début, on appelait même peut-être pas ça encore MeToo, tu vois, mais il y avait vraiment ce côté de. Il y avait tout un pan de paroles qui allait se libérer. Et je me suis dit, c'est ultra pertinent. Et je vois comment là, les chaînes, on peut les choper. Comment on va parler du comics en parlant de ça. Par un sujet sociétal aussi. Ouais, complètement, qui est pas un prisme déformé, qui est pas une excuse, tu vois, mais qui est vraiment de se dire voilà, on va vous prendre sur un sujet effectivement sociétal, mais on va vous raconter l'histoire du comics à côté de ça. Et donc voilà, et je dis à Xavier, écoute, ça faisait 3-4 ans que j'avais beaucoup bossé sur des plateformes indépendantes, mais enfin, des plateformes de streaming indépendantes, mais plus du tout en télétradi. Et je lui dis, écoute, je pense qu'on tient un truc en fait. Donc on a fait un dossier rapide que lui a fait à 90%, et je viens de dire qu'on avait fait ensemble, mais il a fait quand même 95% du travail. J'augmente 99% du travail. Et là, je réactive un réseau et rapidement, on a 3 gros rendez-vous avec 3 diffuseurs. Il y en a un que lui avait amené, puisque à l'époque, un des responsables de Warner France avait croisé Xavier lors d'une conférence, et ils avaient plutôt bien matché. Il y avait d'autres diffuseurs, je vais taire leur nom, mais ça s'est très 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 bien passé, et on a eu quasiment 3 propositions fermes de financement. Ce qui est un luxe. Un intérêt assez fort quand même. Complètement. Et on n'a pas été vers le diffuseur qui a donné le plus d'argent, on a été vers le diffuseur qui nous donnait le plus de liberté. Les contraintes des autres étaient pas très compliquées, mais avec Xavier, on partage ce truc-là de dire c'est quand même bien qu'on nous foute un peu la paix, qu'on nous fasse un peu confiance et qu'on puisse un petit peu faire notre popote dans notre coin. Il y avait peut-être aussi moins d'exposition, mais l'histoire nous montrera le contraire, puisque ce premier documentaire, donc, qui s'appelle Le règne des super-héroïnes, référence au règne des Superman. Donc c'est un documentaire qui fait de mémoire, qui doit faire 1h10 ou 1h15, et on se retrouve très rapidement, on livre le projet. Alors l'histoire, ils sont partis, moi j'y suis pas allé, ils sont partis se faire un road trip du sud de la France en passant par l'Italie, avec l'équipe technique. Ils ont, enfin voilà, la bagnole à lâcher, enfin vraiment des trucs catastrophiques. Ils arrivent en Italie, de mémoire, je pense qu'il devait faire 75 000 degrés, donc t'as tout le monde qui est en sueur, qui est en transe. Enfin, voilà, donc on ramène les images, et on monte ça, et il se passe vraiment, enfin moi je trouve qu'il se passe vraiment un premier truc en fait. Donc le film est vraiment chouette, il véhicule moi les messages pour lesquels j'avais accroché au départ, c'est-à-dire que effectivement, on se rend compte que le couple qui a créé Wonder Woman, donc alors je suis très mauvais en name dropping de comics. Hein, voilà, les d'autres seront beaucoup plus spécialistes, mais grosso modo, c'est elle qui crée à peu près tout, c'est lui qui prend la gloire. Et puis on explique comment effectivement d'une invisibilisation des femmes dans le milieu du comics américain au début et jusqu'à très récemment, comment la tendance va s'inverser, comment d'un coup il va y avoir une émergence de femmes, comment les femmes se réapproprient du coup des figures masculines, etc. Qu'en fait, grosso modo, comment le marché va pas s'inverser, mais en tout cas va se rééquilibrer. Et ce documentaire, il est diffusé sur Warner TV, et puis ils nous disent, bah voilà, c'est diffusé déjà dans 60 pays. On se dit, quoi ? 60 pays ? Mais ça, tu le savais pas avant ? Alors, enfin, on le savait, mais en fait, le truc a été très très rapidement. On s'est retrouvé en diffusion sur HBO avant le Dune de Denis Villeneuve aux États-Unis. Donc d'un coup, il y a un truc où on se dit, waouh, il se passe quelque chose. On a des grands articles de presse dans des quotidiens, tu vois, hyper réputés. Et donc voilà, donc on se dit, voilà, l'aventure était super belle, c'était trop bien et tout. Et donc on se dit voilà, super, on a abouti, le film, on en est content. Et puis 15 jours après, Xavier me rappelle en me disant, j'ai peut-être une autre idée. Et zut. Oui, du coup, c'était sur les super vilains, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il me propose cette idée de s'intéresser aux méchants.
Et je lui dis, moi, j'ai besoin aussi un peu de cette accroche aussi que j'aime bien, voilà, qui peut parler aussi à d'autres. Et je lui dis, j'aimerais bien qu'on parle de rédemption aussi, parce qu'il y a beaucoup de méchants qui sont devenus des protagonistes. Comment on passe d'antagoniste à protagoniste? Quel est le chemin, tu vois, par lequel passent les méchants? Alors pas tous, hein, parce que des fois, il y a des revirements de situation. Et donc, on fait super vilain l'enquête. Visuellement, on est un peu plus, on prend un peu plus confiance. Donc visuellement, moi je le trouve déjà beaucoup plus beau que le premier. Le premier est très bien, mais on commence vraiment à se faire plaisir sur la mise en scène. On a reconstitué quelqu'un qui va mener une enquête. On le voit pas trop. On a vraiment des personnalités hyper marquantes. Purée, je vais être nul. Le créateur, le gros rebooter des X-Men, Chris Claremont. Voilà, qui nous a donné, qu'on a été filmé, on a une interview fleuve géniale, plein d'indications, plein de petits fun facts. Moi, j'adore ça en plus. Tu vois, tu as des trucs et là, c'est cool. Et on sort le film qui doit faire pareil dans un peu plus d'1 heure. Et rebelote, ça se passe super bien, la chaîne est hyper contente, le film pareil est diffusé un peu à droite à gauche. On se dit c'est bien, on a fait un diptyque. Et là, du coup, sur les héritiers de Captain Africa, est-ce que tu as tout de suite vu un petit peu le point de départ? Parce qu'il y a aussi toute une histoire des États-Unis, du racisme, cette Afrique fantasmée, où dès le début, au final, ce qui est intéressant, c'est que vous partez de Black Panther. Et au début, je m'étais dit, est-ce que ça va parler de tout le documentaire de Black Panther pour déconstruire et vraiment se retrouver au Nigeria où il y a une sorte de map et voilà, on est à un moment donné au Nigeria, etc. On va au Togo, on va en Afrique du Sud. Et là, sur la construction, déjà, qu'est-ce qui t'a plu et puis comment vous l'avez imaginé? Ce que tu soulevais, ce que vous souleviez tous les deux, c'est ça qui m'a moi beaucoup parlé. C'est qu'il m'a dit on va pas faire l'histoire des Afro-Américains dans le comics, on va vraiment ouvrir le film effectivement sur Black Panther et très rapidement on le squeeze puisque tous nos intervenants africains disent Black Panther, ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas culturellement notre héritage, c'est une vision fantasmée, ça a été écrit par des auteurs qui ont grandi aux États-Unis, donc pas du tout représentatif. Et c'est là où l'histoire bascule puisqu'on revient du coup aux prémices, c'est-à-dire déjà on parle beaucoup de l'imagerie de l'entité africaine dans les premières apparitions, qui sont plutôt des apparitions d'ailleurs sériales, c'est-à-dire c'est des films, c'est des séries télé où vraiment l'Africain c'est le porteur de caisse. On va basculer au fur et à mesure du film, qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que les premiers super-héros africains créés depuis l'Afrique ont été créés pour promouvoir l'apartheid. Donc là c'est pareil, tu as une histoire qui est juste dinguissime. Et puis on va découvrir aussi dans le documentaire que les premiers super-héros africains ont été écrits par des auteurs, alors je vais résumer, blancs. Et parce qu'on ne faisait pas confiance en fait aux dessinateurs africains pour porter ça, quoi. Et petit à petit le film va amener sur quelle est la réalité de l'industrie aujourd'hui. On se rend compte qu'elle est florissante et qu'aujourd'hui chaque pays s'est approprié ses mythes. J'adore, on a un historien spécialisé là-dessus qui s'appelle Michel Bampelli, qui est un des deux intervenants français, deux intervenants qu'on a eu à Paris, et tous les autres ont été filmés en Afrique. Et Michel le dit très rapidement, il dit la culture du masque et la culture du pouvoir qui vient du masque, c'est le sorcier africain en fait. Donc il me dit, et donc il explique dans le documentaire très rapidement, en fait, ça fait partie de nous, en fait. Donc, les super pouvoirs et le masque, c'est pas les super héros américains, c'est les super héros africains. Est-ce que, en ayant l'idée du documentaire, en commençant à le construire, c'est quelque chose auquel vous vous attendiez qu'on vous dise non mais Black Panther, c'est pas l'Afrique, le Wakanda ça n'existe pas, c'est pas l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu venir ou c'est arrivé comme ça et vous vous êtes dit ah mais oui c'est ça le non, sujet. On le savait tout de suite en fait. C'était vraiment la volonté de Xavier qui a écrit le film et qui l'a co-réalisé avec Frédéric Rallière. C'était vraiment là tout de suite. On savait que le point de départ c'était de débunker ce pauvre Black Panther, même si c'est étonnant parce que on a retrouvé, enfin en tout cas ça s'est fait en cours de production. Xavier m'appelle un matin, il m'appelle 2-3 fois. En plus il est très
il appelle que quand c'est vraiment très nécessaire en fait. Donc il me dit, il m'appelle, je vois 2 appels manqués, je le rappelle, et il me dit écoute, je viens de retrouver le vrai Black Panther africain. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait il a retrouvé, et c'est tombé parce comme on avait sollicité beaucoup de monde en Afrique, il avait des remontées des fois de trucs un peu dingues, tu vois, de choses qui étaient passées sous les radars. Et effectivement, il y a bien une bande dessinée Black Panther. Ma mémoire va me faire défaut parce que je suis passé sur beaucoup de choses entre temps, mais qui est bien antérieure, qui raconte pas du tout l'histoire tu vois, du Wakanda. Mais le personnage finalement avait déjà une antériorité. Enfin, un personnage du même nom avait une antériorité déjà en Afrique bien avant. Ok. Et est-ce que du coup, les gens ont tout de suite exprimé un intérêt pour ce documentaire, ou est-ce qu'au contraire, on vous a dit au début que le sujet faisait un peu peur, qu'on savait pas si ça allait intéresser les gens, ou vraiment Non, la chaîne a dit banco tout de suite. Et faut savoir qu'un gros réseau de distribution de Warner, en fait, c'est en Afrique. Ils sont ils sont distribués, je crois, peut-être 30, 35, peut-être 40 pays, je saurais pas dire, mais en tout cas, c'est très fortement présent. Et là, le film devrait logiquement bénéficier d'une version en full anglais, puisque la version qu'on voit sur Warner TV aujourd'hui, c'est une version avec un voice-over français, c'est-à-dire qu'en fait, on vient réenregistrer les voix françaises sur les intervenants anglophones. Puisque que ce soit en Afrique du Sud ou au Nigeria, ils sont anglophones. Et cette version full anglais, c'est-à-dire qu'on va faire revoice-overiser finalement nos 2 experts français plus la voix off qui conduit le film, va nous permettre du coup d'être vraiment diffusé dans tous les pays qui sont concernés par la thématique qu'on porte. Donc ça, c'est une vraie fierté. Et le film est juste, moi je le trouve vraiment magnifique. On a trouvé un chef opérateur. Ce qui est drôle, c'est un franco-islandais. Tu vois, comme quoi ça s'invente pas. On cherchait on avait besoin que ça soit quelqu'un qui parlait français pour pouvoir vraiment ne pas avoir de problématiques de transmission des informations et de nos impératifs de production, les spécificités techniques qui sont toujours particulières. Et donc Christian Helgui qui tourne énormément là-bas, qui a vraiment des gens sur place pour pouvoir l'épauler. Parce que c'est pas évident quand tu débarques au Nigeria, en Afrique du Sud, tu peux pas arriver sans avoir déjà mis ou connaître un tout petit peu le pays, parce que ça peut être très déstabilisant, tu vois. Moi, il y a un an, j'ai envoyé des équipes en Inde pour un documentaire. Heureusement que l'équipe était aguerrie, parce qu'il y a une vraie, il peut avoir un vrai choc des civilisations là-dessus, quoi. En tout cas, je trouve le documentaire, et c'était aussi valable sur les super-héroïnes, hyper intéressant, parce que des fois, on a un peu tendance à oublier que le comics est quelque chose d'extrêmement politique. On a fait une interview avec Tom Taylor il y a pas longtemps, qui a fait une série sur le fils de Superman qui s'appelle Sonnen Kal-El, où le fils découvre sa bisexualité. Et Tom Taylor nous a raconté que depuis, en fait, il pouvait plus se balader sur le sol américain sans garde du corps, tellement il avait reçu de menaces suite à ça. Et faire quelquefois des piqûres de rappel que non, le comics a toujours été quelque chose d'extrêmement politique, d'extrêmement inclusif. C'est toujours hyper salutaire. Mais c'est même propre, je pense, à la pop culture, parce que moi je suis un grand psychopathe des films d'horreur. La Nuit des Morts Vivants, Georges Romero, 1968, c'est un film politique, puisque le protagoniste est un personnage noir, dont la fin va être... Alors, on peut spoiler un film de 1968 ou pas? Oui. Bon, voilà. Donc, grosso modo, c'est La Nuit des Morts Vivants. Donc, les morts sortent des tombes pour essayer d'aller bouffer les vivants, parce que le cerveau, c'est vraiment trop bon. Il se retrouve calfeutré dans une petite maison au-dessus du cimetière, et tout le monde va, grosso modo, tout le monde va un peu clamser, sauf le personnage noir. Et le petit matin, tu as des sortes de rangers qui arrivent, tu vois, la population a un peu repris le truc, et voyant le personnage noir dans la maison, il le dégomme sans se demander si c'est un zombie. Donc tu vois, la pop culture et la suite, le zombie c'est Dawn of the Dead, et sur le consumérisme, puisque les personnages se cachent, enfin en tout cas trouvent refuge dans un supermarché, qui revient souvent les zombies, dans les films de zombies. Complètement. Moi j'ai regardé le documentaire sur Spielberg sur Arte, et il y a une première partie sur les Dents de la Mer, et justement aujourd'hui on le considère comme ça a été le
premiers blockbusters dans les années 80 ou 90, mais le documentaire rappelle bien qu'il y a aussi une critique de l'Amérique et que c'est aussi très politique et que sous couvert de films un peu d'horreur et que c'est axé sur le requin, qu'on voit très peu, et il y a aussi toute une volonté de montrer autre chose. Complètement. Et en plus, aux États-Unis, ils sont quand même passés aussi par le macartisme. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que tu n'avais pas tellement intérêt à sortir du rang. Par contre, si tu arrivais intelligemment à le planquer, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, en tout cas avec les documentaires, tu vois, là-dessus, c'est d'aller remettre un peu la lumière là-dessus sur comment ces thématiques-là, finalement, étaient déjà présentes, mais comment on utilisait le prisme de la pop culture, même de la culture en général. Parce que avant, je disais culture geek, et puis je suis revenu quand même vachement sur ce terme de geek. Ça se dit un peu moins, qui est presque maintenant devenu un peu péjoratif, tu vois. La dernière fois, j'avais quelqu'un qui me disait moi je suis quand même une geek, et puis d'un coup je la regarde, puis on s'est dit pop culture, puis après on se regarde et on se dit non, culture maintenant. Sur le documentaire et sur sa construction, il y a de nombreux intervenants, et on se doute que finalement le temps de parole il a été beaucoup plus long. J'imagine qu'il y a eu des heures et des heures d'enregistrement. Comment ça se passe pour sélectionner, pour se dire ok, là ce passage là il est pertinent, et il y a peut-être aussi à un moment donné des frustrations de se dire là j'ai pas pu mettre ça parce que justement tu le disais sur les deux autres, ça dure 1h10, là pareil il dure 1h10. Et en même temps le sujet, moi quand je l'ai fini, sincèrement c'est pas parce que t'es là, je m'étais dit zut, j'aurais vraiment bien regardé 1 heure de plus pour encore plus, tu vois, l'approfondir. Écoute, en fait on n'a pas eu de coupe. Je pense que au montage on a ce truc là, c'est-à-dire qu'effectivement quand tu fais un entretien comme ça, je pense qu'on est sur, par intervenant, je pense 1 heure d'entretien, entre 45 minutes et 1 heure, tu vois, par intervenant. Alors je crois que dans le film ils sont 12 ou 13 de mémoire, donc effectivement tu te dis vous avez 12 ou 13 heures les gars, vous avez fait qu'1 heure à l'arrivée, c'est pas ouf quand même votre truc. Mais c'est surtout parce que beaucoup redisent la même chose. Donc au montage il y a fait aussi ce travail là, c'est-à-dire déjà un équilibre. On a une intervenante autrice, voilà, qu'on avait vraiment envie de pas noyer au milieu de tous ces hommes. Et puis c'est vrai que le côté historique, l'Afrique a une tradition de transmission orale. Alors ça on va pouvoir me contredire parce que moi j'adore les grandes civilisations africaines, donc je me contredirai peut-être plus tard, mais en tout cas pendant très longtemps, grosso modo, c'était colonialisme, appropriation, et finalement l'émergence et la reprise en main, elle date pas d'il y a très longtemps. Donc nos intervenants avaient à peu près le même constat. Donc après tu choisis l'intervenant qui matche bien avec le propos d'avant, t'essaies de garder cet équilibre, donc en soi ils avaient tous le même constat, et d'ailleurs c'est pour ça que le film est chouette aussi, c'est qu'à la fin ce panafricanisme il est totalement revendiqué, assumé, vécu par l'ensemble de nos intervenants qui sont leurs héros sont maintenant adaptés en séries télé d'animation, qui sont distribués même ailleurs, tu vois. Ils sont en train de se réapproprier aussi le cinéma. Il y a vraiment quelque chose qui est l'ordre d'une structuration hyper rapide. Et voilà, et c'est génial parce qu'on a été filmé dans plusieurs studios de comics. Donc tu te dis, Lagos, t'as des images, tu vois, tu pars en petite moto, l'équipe, et puis t'arrives et t'as un studio de comics, et t'as le même matos qu'aux États-Unis, t'as les héros sur des 3 mètres par 4 dans les bureaux. C'est terrible de pas s'en douter. Enfin, ça m'a un peu attristé dans le sens où je dis pas du tout que j'ai la science infuse, hein. Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, mais voilà, je me considère comme une spécialiste comics, même si je ne cesse d'apprendre. Et quand tu vois qu'il y a autant de studios en Afrique, je m'étais dit mais c'est pas possible en fait. Évidemment que je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais comment ça se fait qu'avec tu vois tous les articles, toutes les conférences qu'on a pu travailler, on a ça n'est pas arrivé aussi. Il y avait
il y avait plusieurs studios. D'ailleurs, le film donc commence sur ce côté historique-là. Donc, on prend Black Panther, on dynamite Black Panther. Mais c'est assez rapide. Et on l'aime quand même. Effectivement, et après on revient sur cette évolution d'imagerie et surtout, je dirais la deuxième bonne moitié du film, elle est consacrée uniquement au constat de où ils en sont aujourd'hui. Tu as des studios, ils ont plus de 100 héros déposés, tu vois. Ils ont leurs propres Avengers, ça cartonne. Titan, Justice League. Et tu vois leurs héros. En plus, ils ont ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas copié les codes américains. Donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs intervenants qui l'expliquent que le héros, il est étudiant dans une école au Zimbabwe, il doit partir dans un autre pays pour faire ses études, il revient, son père est mort, tu vois, lui récupère, tu vois, un héritage. Alors en fait, c'est pas ça, je viens de vous faire une sorte de Blooby-Boulga de plusieurs histoires. Comme le Young Mandela. Ouais, c'est ça, complètement. Être situé et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que on passe effectivement par des personnages qui pourraient être des équivalents de Superman ou Batman là-bas. Et d'un coup, effectivement, on a les deux créateurs de Young Nelson qui se sont dit, mais nous, le super-héros qu'on aurait envie qu'on voulait voir en Afrique du Sud, c'est un héros inspiré de Nelson Mandela, tu vois. Ouais. Et c'était génial. Et en plus, je dois souligner que on a eu des intervenants américains, des fois, qui ont on en a un ou deux qui n'ont pas été très faciles sur cette trilogie, tu vois. Ah bon. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Et par contre, nos intervenants africains, et ça a été des amours, quoi. Il y a un moment, notre équipe là-bas arrive dans un des studios, et puis rapidement, le technicien dit, par contre, ça va être très très compliqué de faire l'interview. C'était une petite pièce, en plus il faisait très très chaud. Et là, du coup, il dit non, t'inquiète pas, je connais telle personne, machin, tel truc, on va t'ouvrir le stade. C'était le stade de foot de la ville. Là. Oui, je me demandais, c'était original comme mais pas du tout. Interview. Et du coup, on a fait des plans où t'as les deux créateurs de Young Nelson qui arrivent avec la BD en main sur le stade de foot. Ils sont posés au milieu. Je trouve ça super beau. Et c'est pareil, t'as un stade de foot hyper vert, tu vois, où tu vois. Et en gros. On a réussi aussi à choper des moments de vie qui étaient géniaux. Il y a un moment dans le documentaire, tu as des danseurs qui se mettent en rond dans la rue et qui tapent du pied sur le sol. Vrai moment chopé juste à côté du studio de comics, quoi. Mais qui n'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu du tout. C'est juste. À ce moment-là, il fait que le caméraman se dit OK. Ouais, c'est ça. L'équipe, elle sort du studio. Puis t'as ces gars-là, ils disent est-ce que il faut toujours quand même demander. T'arrives pas avec avec ton drone, tes caméras. Ouais, vas-y, on vous filme, on vous demande pas votre avis. Les gars disent non, aucun souci, est-ce que tu veux qu'on refasse le truc? On refait plusieurs fois le truc. Et je trouve que c'est encore plus enrichissant parce que tu as autant nos auteurs de comics qui se baladent dans des rues de comic shop, tu vois, au Nigeria ou en Afrique du Sud, que ce stade de foot complètement vide et que ces danseurs traditionnels, tu vois, juste à côté du studio. Donc je trouve que c'est une super bonne représentation puisque tous sont content, c'est pas le mot, mais assumer, c'est pas vraiment le mot, mais on arrive aujourd'hui à redonner et à complètement retranscrire leur base culturelle, qui sont une fierté, une certaine fierté, complètement. Et que ça soit sur l'Afrique globale, sur leur pays, beaucoup ont aussi bougé d'un pays à l'autre pour des raisons diverses et variées. Donc, tu te rends compte qu'ils ont œuvré autant au Zimbabwe, au Togo, au Ghana. Donc, c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et comme tu dis, du coup, vous avez vécu de vraies surprises et des moments qui n'étaient pas prévus. Est-ce que à l'inverse, il y a eu des difficultés ou une grosse difficulté qui toi, en plus par rapport à ton statut, à un moment donné, c'est les sous, mes bons amis. Non, en général, je disais que sur un documentaire, entre le moment où, non, pas du tout. En plus, non, le pauvre, faites pas ça. Il a été très mal payé, comme nous tous. Non, en général sur un documentaire, quand on le tourne en France, moi j'arrive parce que j'ai des méthodes de travail qui sont assez fluides. J'ai pas d'équipe fixe. Moi, tout le monde est. Moi, je veux que chacun puisse bosser là où il veut. Donc, toutes mes équipes ont été. Enfin, même les monteurs sont aujourd'hui vivent dans les quatre coins de la France. On passe par des clouds pour pouvoir bosser librement et quand on a envie. Donc ça, c'est chouette. Mais
ce qui nous a mis un peu plus de décalage sur celui-là, c'est que des fois les allers-retours étaient parfois compliqués. Simplement parce que c'est des studios qui sont en pleine expansion. Parfois, il fallait aussi qu'on rassure quelque part. Parce que on en rigolait des fois avec Xavier et Fred, mais on tourne un documentaire sur les super-héros africains, sur les super-héros, oui, africains, dessinés par des Africains et réalisés par trois petits mecs de la France. Tu vois, donc il y avait et on s'était posé exactement la même problématique sur le règne des super-héroïnes, puisqu'on fait un film sur l'émergence des femmes et comment elles ont, voilà, avec trois mecs. Alors, j'ai toujours tendance à dire que on a fait sur les super vilains et qu'on est trois gentils. Tu vois, donc. C'est vrai. Mais voilà, il y avait un travail là-dessus que Xavier a fait, tu vois, de leur expliquer quelle était la démarche. C'est pas un truc qui allait être caricatural, parce que eux pouvaient avoir l'appréhension de se dire, ouais, enfin, vous êtes bien gentils, mais ça va être tourné comment, tout ça. Donc voilà. Donc lui, il a fait un vrai travail d'écoute, d'accompagnement. Il y avait ce truc-là aussi de savoir comment leurs super-héros et super-héroïnes allaient être présentes aussi dans le documentaire. Est-ce qu'on allait bien les voir? Est-ce que tu vois, est-ce qu'on n'allait pas omettre tu vois, il y a tout un studio qui, comme je le disais, commence à passer vraiment sur de l'animation, à développer des propres séries qui financent. Enfin, tu vois, donc c'est des trucs assez lourds. Donc il disait, mais est-ce que ça, on peut en parler? Parce qu'on a dit, mais carrément, quoi. Et planifier le tournage a été un truc assez de malade, parce qu'il fallait caler tout le monde sur, je crois qu'on a tourné 8 jours. Mais il fallait vraiment, entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, tu vois, c'est très très loin. Ouais. T'as quasiment un jour d'avion, il faut arriver sur place. Enfin voilà, donc c'était vraiment caler tout le monde a été une mécanique. Je pense que Xavier a passé 3-4 mois à défricher l'édito, avec, comme je le disais, à rassurer, à voir comment on pouvait. Et puis pareil, il y en a certains qui nous disaient, mais attendez, il y a ça, il y a un tel qui a fait ci, il y a un tel qui a fait ça. Donc du coup, tu mets le doigt dans l'engrenage, puis tu dis, bah, effectivement, tu pourrais presque faire une saga. Mais en 1h10, moi je pense qu'on a un bon panel en fait, on va dire de 80, 70 à non, presque 100 ans, même avec les premiers serials qui étaient tournés là-bas. Ouais, presque 100 ans d'histoire du super-héros en Afrique, ouais. Et avec une part sur les femmes qui est aussi très intéressante. Moi, je trouvais ça hyper intéressant quand c'était le créateur de Captain South Africa, quand il expliquait qu'il avait reçu des lettres pour dire que non, une femme pouvait pas être capitaine, et de voir le point de vue des auteurs sur leur propre marché dans leur pays, tout ça, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais, et c'est pareil, c'est Michel Bampelli qui l'explique dans le film, c'est que parce que nous, on a. Alors là, je vais vraiment être un peu con, mais je le suis. C'est que je me disais, il doit pas y avoir beaucoup de super-héros femmes, en fait. Tu vois, j'avais une sorte de cliché à la con du gars qui a jamais foutu les pieds, en tout cas pas dans cette partie-là de l'Afrique. Et Michel explique, en fait, parce qu'on a trouvé beaucoup de super-héros, de super-héroïnes. Il faut que j'arrête de dire super-héros femmes, parce que c'est pas du tout en plus le fond de ma pensée, donc de super-héroïnes. Et Michel expliquait aussi qu'il y a une forte culture matriarcale aussi, et qu'effectivement les femmes dirigent le foyer. Et donc c'était pas étonnant de voir beaucoup d'auteurs s'approprier et d'autrices s'approprier sans aucun souci, en fait, le principe d'avoir des queens, tu vois, parce que c'est vraiment, il y a vraiment ce côté reine, tu vois, forte et présente. Et ce côté politique, que ce soit sur le féminisme, les super-héroïnes, ou là sur Captain Africa, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, en dehors des documentaires que tu as réalisés avec Xavier Fournet, que tu veux mettre au centre de ta carrière, ou c'est venu un peu comme ça en t'intéressant au sujet Non, moi je trouve que j'ai besoin de cette accroche-là. Parce que je pense que déjà ça fait un écho, et je trouve que ça donne une strate supplémentaire au sujet. Et j'ai besoin avant d'arriver là, j'étais dans mon Uber avec un gars qui est le sorte de Xavier Fournier du déplacement d'œuvres d'art, tu vois. Ouais. J'aime ces profils complètement dingues. Et voilà, et qui on développe un concept, mais c'est mon plaisir, il est là, en fait, c'est de me dire, voilà, il y a des gens qui ont vraiment un savoir que je suis loin de posséder,
et qui sont capables d'avoir du recul sur ce savoir, parce que il y a rien de pire que le premier degré, tu vois, c'est plus ou moins geek. On a reçu en 4 ans, on a reçu peut-être 300, 400 personnalités, tu vois, mais ça allait d'auteurs américains, des Français, des Japonais et tout. Et il y avait rien de pire que quelqu'un qui n'avait pas de recul ou un semblant d'analyse, tu vois, qui était très premier degré, tu peux rien leur dire, c'est des génies finis, horrible. Mais par contre, quand la personne avec qui tu travailles est capable d'avoir ce recul-là, ou une vision d'ensemble, je trouve que c'est hyper enrichissant, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les documentaires si on avait juste fait des documentaires avec Xavier, en se disant, voilà, là, on va faire un documentaire, c'est l'histoire de Superman. Ah, bah, c'est l'histoire de Batman, tu vois. Moi, on serait tous fait chier, quoi. Par contre, tu dis voilà, là on va. Vu. Enfin, on a déjà fait complètement, le tour. Complètement. Mais moi, tu vois, je le développe sur des thématiques histoire, sur des thématiques patrimoniales, moi, j'ai fait un programme, j'ai produit un programme sur France 5 qui était assez ouf, parce que j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui était une sorte de Bear Grylls, de Mike Horn, tu vois, une sorte d'expert de la vie sauvage, quoi. Le mec était passé par l'armée, qui était chargé d'aller, qui était capable de vivre en pleine jungle tout seul pendant 15 jours. Et puis, pour te dire comment les idées qui, moi, m'attrapent naissent, un jour, il me dit, j'aimerais bien emmener un cuistot avec moi, et puis est-ce que ça te dirait de filmer? Je dis, mais tu vas pas emmener un cuistot. On va emmener des chefs étoilés, c'est beaucoup plus drôle. Et donc, on a créé comme ça ce programme qui s'appelait Cuisine Sauvage, qui c'était grosso modo un chef étoilé. On a fait des deux étoiles. On a emmené une des 7 femmes chefs à l'époque avec nous, et il avait 3 jours pour apprendre les techniques de comment on allume un feu, comment on traite son eau, comment on chasse et comment on pêche et comment on cueille. Et à la fin, il devait faire un repas digne de sa réputation avec ce qu'il avait. Ils en ont chié tous, tu vois. mais voilà, mais j'aime bien, et sous le prisme, en fait, tu vois, de l'amusement, en fait, on découvre aussi à reconnaître, tu vois, les plantes de la nature, comment on respecte le temps, le rythme, donc de la nature, du cycle des saisons, du cycle du soleil, de la nuit et compagnie. Donc il y a toujours, enfin en tout cas, moi, c'est un fil rouge que j'aime bien, quoi. Est-ce que du coup tu as volonté de continuer à collaborer avec Xavier Fournier? Bon, tu nous as dit en off qu'il n'y a pas de, tu ne peux dire de choses précises, mais voilà, il y a une belle histoire quand même qui se crée. On sait que le comics est assez divers et varié et qu'il y a quand même plein de sujets à aborder. Moi, je pense qu'on a mis alors on n'a pas complètement mis le doigt. On a une envie sur une thématique un peu spécifique. Là, la question, c'est de savoir si on va avoir assez d'intervenants pour aborder cette spécificité. Mais ce qui est intéressant avec Xavier, c'est qu'il a, alors de mémoire, il a dû faire le super-héros français. Il a fait le super-héros à travers la guerre, je crois, je ne sais. Attends, j'ai peut-être un doute. La guerre, non, alors pas sûre. vous gommerez cette partie où j'ai fait Non, il n'y a aucun les super-héros en tutu, ça c'est tout à fait Xavier. Oui, parce qu'il il le danse très bien. Et beaucoup le French cancan. Mais non, on réfléchit. Quand on a, alors c'était symptomatique de chaque film, c'est-à-dire que quand tu les remets à la chaîne, tu sors d'un an, 1 an et demi de travail. C'est toujours en plus c'est pas un bloc où tu as 15 jours où tu es ensemble et puis après tu te vois pas pendant 3 mois puis tu as fait 15 jours, c'est quasiment tous les jours tu as un échange où tous les jours il y a une petite avancée, donc c'est vraiment 1 an et demi de ta vie que tu vas passer avec des gens, donc c'est aussi pour ça que on s'entend bien avec Xavier et que c'est hyper important pour moi de m'entendre très bien avec les gens qui m'amènent des projets, parce que la production entre un producteur, un réalisateur et ou son scénariste, c'est comme les histoires d'amour en fait. Si c'est pour se séparer au bout de 15 jours, ça va faire mal, quoi, tu vois. Et tu peux pas te le permettre, puisque effectivement. On a ça aussi dans le comics où il y a plusieurs artistes aussi qui nous ont dit qu'il y a un vrai lien entre le dessinateur ou le scénariste et que c'était une collaboration pas à pas, et que des fois ça se passait aussi très mal. Ouais, complètement. Donc là, tu vois, à chaque fois on a remis les films, on s'est dit bon bah voilà, hop, je vais refaire, vas-y. Mon monteur va être ravi. C'est bon. Ça reste encore, ouais. Tout va bien. Et attends, je vais reprendre. Oui. Et du coup, quand on remet les films... Vas-y, c'est tout. C'est bon. Ah pardon, excuse-moi, je croyais qu'il y avait un signe derrière moi, genre j'avais été attaqué par une guêpe géante. C'est vrai, quand on remet un film, la semaine qui suit, on se dit ah ouais, ça y est, le truc est fini. Et puis au bout de 15 jours, on commence à s'envoyer des petits messages à Xavier en se disant... On remettrait pas quand même une proposition mais il faut trouver la bonne proposition. Warner, ils ont été ultra fidèles.
Ils ont dit banco déjà sur les idées. Alors, Reine Super Héroïne, on avait fait un rendez-vous physique avec eux. Les super vilains, de mémoire, c'était tombé. Non, Super Héroïne était pendant le Covid, ce qui nous a mis des contraintes aussi un peu compliquées. Super vilains, ils ont dit banco je pense en 24 heures. Et là, sur Captain Africa, on a envoyé pareil un petit dossier de présentation et on a eu un banco pareil dans les 2-3 jours grand maximum, quoi. Ce qui est hyper rare en télé, parce qu'en général, quand la chaîne, elle te fait venir, tu fais des réunions, décide, les gens sont d'accord, mais te disent on va faire encore une réunion avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est notre N+1, tu vois. Le mois d'après, tu fais un rendez-vous avec le N+1 du N+1, tu dis mais. Et puis après, des fois, tu en fais 17 comme ça, tu dis mais. Vous êtes combien dans cette société ? Vous êtes combien dans cette société ? Est-ce que ce serait pas plus simple de réunir tout le monde ? Et voilà, et Warner, la première fois, c'était une réunion en physique, la deuxième fois c'était un Zoom et la troisième fois c'était un coup de fil, quoi. Donc c'est une vraie relation de confiance. Tu l'as dit, tu te diversifies beaucoup sur les sujets. Est-ce que tu t'intéresses aussi par rapport au support ? Donc tu as parlé sur les télévisions, on sait qu'aujourd'hui ça évolue beaucoup avec YouTube, où on peut retrouver des mini-films, même TikTok qui devient partenaire du Festival de Cannes, où on peut avoir aussi des courts-métrages. Est-ce que c'est quelque chose, toi, où tu commences à avoir un œil dessus ? Je regarde. Et quel est ton regard dessus ? Alors je suis beaucoup. Je suis beaucoup trop sur TikTok, c'est honteux. C'est en plus ce qui est toujours étrange, c'est que tu vois ton algorithme qui varie, en fait. Tu dis merde, je suis resté 30 secondes trop sur cette vidéo qui ne m'intéressait pas, et d'un coup tu te retapes 300 derrière, tu fais quelle horreur. Et nous on l'a pas forcément beaucoup utilisé sur les documentaires avec Xavier, parce que Warner a son propre service de communication. C'est comment je dirais, je pense que c'est des process de création que les services de com dans des chaînes n'ont pas encore complètement intégrés. Moi, à titre perso, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai pas cité avant, mais j'ai produit, alors là du coup, un documentaire que j'ai écrit, que j'ai réalisé, qui s'appelle Les Jouets de l'impossible, pour Game One, où j'étais à la rencontre de gens qui étaient tellement frustrés de pas avoir leur licence de jouets, qui le faisaient eux-mêmes, en fait. Donc les Playmobil Beatles ou des patinoires géantes en Lego, ou des gens qui créent leurs propres figurines de Batman façon 1930 ou compagnie, c'était voilà. Et tout ça pour dire que moi, c'est là où j'essaie d'être aussi un support avec la chaîne, c'est que c'est étonnant parce qu'il y a des budgets de prod, mais les budgets de com sont des fois beaucoup plus restreints. Alexandra, elle confirme à fond la caisse. Et alors qu'en fait, ça mériterait aussi, tu vois, je pense qu'il faudrait concevoir la communication comme on conçoit le film, en fait. C'est-à-dire vraiment de le storyteller, de le raconter. Mais ça, les chaînes sont parfois, des fois, dans une urgence de diffusion. T'es pas le seul projet. Alors bien évidemment, à chaque fois je me dis ouais, mais bon, quand même c'est un super film qu'on a fait, mais tu te rends compte que dans une grille de programme, je sais pas, où ils vont diffuser 800 ou 1000 heures de programme à l'année, tu n'es qu'une heure. Donc c'est normal que s'ils peuvent pas te consacrer 3 mois de travail. Mais je pense qu'il y aurait vraiment un truc à faire là-dessus, parce que on l'a fait de notre propre chef. On a fait des fois quelques découpes tu vois, pour faire des reels ou des stories, et ça avait plutôt bien fonctionné, quoi. Mais moi aujourd'hui, pour moi, ça fait presque partie du petit plus du producteur. C'est-à-dire que moi, je m'amuse aussi à faire des images teasing. Je m'amuse à exporter aussi effectivement des courts extraits pour accompagner un peu tout ça. Et qu'on fournit d'ailleurs à la chaîne derrière, qui souvent s'en fait heureusement le relais, tu vois. Mais la com, elle n'est pas évidente. Déjà, Warner TV Next, ça reste une petite chaîne, même si le groupe Warner, c'est un énorme groupe. Le documentaire, le premier sur les super-héroïnes, c'était un gros carton aux États-Unis, là où en France, ça reste une petite audience, et tu vois, donc c'est très drôle, en fait. Et ça évite de pas prendre la grosse tête aussi, puisque finalement, t'as pas la grosse vague, tu vois, que tu pourrais te prendre, quoi. D'ailleurs, sur Warner TV Next, j'avais une petite question, qui est un truc qui m'a un peu interloqué. C'est quand Alexandra m'a proposé de faire l'interview, j'ai tout de suite eu le réflexe de chercher le documentaire sur Max, et j'ai vu qu'il n'y était pas. En fait, j'avais vu que j'avais loupé la diffusion sur Warner TV, et j'ai vu qu'il n'était pas sur Max. Est-ce que c'est un truc administratif? Il est arrivé il y a... Alors, si je te dis pas de bêtises, je vais me référer à un post de Xavier sur Insta il y a pas longtemps. Je crois que c'est disponible depuis 5-6 jours. Ok, trop bien. Génial.
Parfait. Ouais, et tu peux, pour ceux qui nous écoutaient, on peut voir le documentaire en passant par Amazon Prime, puisque Amazon Prime a un partenariat avec Warner, qui permet du coup, alors monnaie en finance, nous ne sommes pas non plus dans un monde de oui, de voir le doc, ouais. Mais après, il va être quand même souvent diffusé aussi sur la chaîne, et puis il y a cette version complètement anglophone qu'on va bientôt livrer, qui va permettre du coup d'être accessible sur beaucoup de pays d'Afrique. Là on est sur l'Afrique francophone, mais du coup on sera sur l'Afrique anglophone, et qui est d'ailleurs l'Afrique qu'on a été filmé. Trop bien, donc plein de manières d'y avoir accès. Complètement. Et pour revenir en piratage peut-être, je sais pas, mais on va pas encourager les gens quoi. Et pour revenir ne nous voilons pas la face sur les modes de consommation. Mais je fais juste une petite aparté parce que ça me traverse l'esprit, mais dernièrement il y a un film qui a émergé. Alors le titre en anglais c'est Mean Girls, qui est une comédie ado des années 90, et qui a été d'ailleurs remakée il y a pas longtemps, en comédie musicale, et alors je pense que c'est le producteur de l'époque a diffusé le film en, je pense, 50 ou 60 morceaux sur TikTok, des petits morceaux, c'était la totalité du film, et tu le faisais, tu pouvais passer en scrollant, et le film a été un gros carton, et ça a accompagné la sortie du remake américain là-dessus. Donc je pense qu'il y a des supports de com. On est toujours un peu frileux, je pense que c'est plus les chaînes maintenant que les producteurs. En fait, nous on n'a qu'une envie, c'est que les documentaires soient vus, encore plus quand je le vois avec les héritiers de Captain Africa, la portée moi sociétale que j'adore, ce que ça raconte, ce qu'on apprend, enfin c'est hyper riche. Et les chaînes sont encore un peu frileuses à se dire, tiens, est-ce qu'on mettrait pas effectivement les 10 premières minutes en version Reels de 90 secondes, alors que moi je trouverais ça hyper intéressant effectivement. Mais c'est des nouveaux modes de consommation. Et tu disais que tu étais un féru de films d'horreur. Est-ce qu'un jour tu te verrais produire un documentaire un peu qui retracerait du coup l'histoire sociale du film d'horreur, ou alors est-ce que c'est déjà fait Alors dans ce secteur-là, il y a des gens qui le font déjà très bien. Je pense à Julien Dupuis qui fait beaucoup de documentaires pour Arte, qui l'a fait sur... Alors dernièrement, il a fait l'Apocalypse selon Mad Max. Il avait fait avant un documentaire qui est très très bien foutu, très beau, génial, sur Keanu Reeves, qui doit s'appeler Le Nouveau Messie d'Hollywood ou quelque chose comme ça. Donc Julien, alors ça, on est en contact, c'est du contact Facebook, de vieux, tu vois, donc tu suis un peu l'actualité de l'autre, mais c'est ce qui est plutôt vraiment très très bien foutu, et il y a beaucoup de livres d'analyse. J'aimerais aller là-dessus, mais là je pense qu'il y a encore moins de chaînes qui peuvent le porter. Arte le fait très bien, mais du coup effectivement il y a déjà plusieurs producteurs qui ont proposé des très bons sujets par rapport à ça. Non, moi ce que j'aimerais, c'est un jour réaliser un film d'horreur. Ok. Et en attendant de réaliser ton propre film d'horreur, est-ce que tu as un coup de cœur récent en film d'horreur? Là, c'est une question purement intéressée. Ouais, bien sûr. Mais complètement. Alors, alors ce qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est Letterboxd qui est l'annexe de tout ce que j'ai vu. Et si je l'ai pas sous la main, j'arrive plus du tout à me rappeler de ce que j'ai vu. Non, ce que j'ai adoré j'aime bien quand il y a des formes un peu particulières. Ghost Story, enfin il y a plein de gens qui détestent. Moi je m'étais dit, mais putain, j'aurais tellement adoré faire un film en 17 plans qui dure très très longtemps où les gens mangent des tartes. Mais non, les 17 jumpscares d'affilée de Barbarian, j'ai trouvé ça complètement malade. En plus, j'ai un petit gars qui a 14 ans, donc qui commence à être en âge, donc on a été voir. Alors après, on va aller se voir 28 ans plus tard. On a été voir le dernier Destination Finale. Mais on va aussi se faire des petits ciné-clubs, se voir les Gremlins, ce genre de choses. Mais j'aime bien quand il y a une forme un peu tarée. Dans ceux que j'ai adorés, alors c'est beaucoup moins connu, c'est Cohérence. C'est un tout petit budget. Le seul truc connu dedans, c'est le mec qui jouait Alex, le copain de Buffy dans Buffy contre les vampires. Et grosso modo, c'est un repas entre plusieurs potes. Donc c'est vraiment, ça se passe dans 15 mètres carrés. Ouais, c'est un huis clos, et il y a une comète qui passe, et à partir de là il va y avoir une distorsion du temps, tu vois. J'adore ce schéma là. Je sais plus comment s'appelle le film aussi, où c'est trois colocataires qui prennent des photos de l'immeuble d'en face et se rendent compte qu'il y a un décalage de temps
entre le moment où ils prennent des photos du futur. Et jusqu'au moment où ils commencent à se voir dans les photos, c'est-à-dire qu'en fait ils ont bougé de l'appartement, ils sont dans l'appartement d'en face. J'aime bien quand ça n'a pas coûté très cher. Vraiment les films concept, j'adore ça. C'est ça? Alors pardon, on est en ouais, podcast. C'est ça, c'est cohérence. Ouais. Ok, bah, on note. Pour clôturer ce podcast, parce que je pense qu'on pourrait discuter avec toi pendant fort longtemps, et pour un peu revenir au sujet qui est du coup le comics, est-ce que depuis tous ces documentaires et cette collaboration avec Xavier, tu en as lu et ça va être honteux la réponse, elle va vous horrifier. Même pas un. Si, alors là, je vais faire un combo qui va te plaire, Marceau. C'est les Marvel Zombies. Ouais. Je suis un dingue de Marvel Zombies. Pour moi, c'est la quintessence. Parce que dans le cinéma d'horreur, je suis un dingue de cinéma de zombies. C'est pour moi, c'est pour ça que je parlais des films de Romero. Mais je pense que je les ai tous bouffés. Le Dawn of the Dead de Snyder, ce bon film selon moi, je l'ai rincé. Les 28 jours plus tard, je l'ai rincé dans tous les sens aussi. J'adore, et même les films de zombies colombiens, argentins, indiens. Ils en ont fait un très bon qui s'appelle The Dead, qui se passe en Afrique, qui est un film de zombies qui est hyper. En plus, alors là, il y a un sous-texte aussi un peu politique sur alors de mémoire, grosso modo c'est une invasion zombie, mais le fait que ça se passe en Afrique, il y a un truc qui est très qui te renvoie aux migrants, aux guerres, aux machins. Enfin, tu vois, t'es là genre horrible. Et le deuxième se passe en Inde ou vice versa. Mais en tout cas, voilà, The Dead, c'est un truc génial. Et donc, pour moi, Marvel Zombie, voir toutes les effigies, tu vois, se bouffer, mais c'était trop bien, quoi. Ouais. Alors moins les déclinaisons avec à un moment il y a Howard the Duck qui est dedans. Enfin, il y a 2-3 trucs machin. Non, moi c'est vraiment le truc où ils se bouffent tous avec une jolie ligne. Ça j'adore. Ok, donc on reste sur une thématique horreur. Ouais, voilà, ouais, complètement. On est bien. Complètement. Mais en fait c'est comme je suis un curieux de tout, j'ai tendance aussi à me reposer aussi sur ceux qui ont le savoir en fait. C'est vrai que je vais pas avoir le temps de bouffer à fond du comics, sauf si d'un coup il y a un truc où je me dis tiens, ou je sais pas, Xavier demain me dirait tiens, ce comics là tu devrais en faire une série télé par exemple. Là effectivement je me plongerai dedans, mais j'ai presque besoin d'avoir alors pas un intérêt parce que ça fait vraiment mercantile quoi. Si le gars peut le vendre, il le lit. Mais c'est donc ça être un producteur. Voilà, c'est ça. Mais non, j'ai besoin qu'il y ait une finalité, en tout cas, qui puisse avoir un objectif derrière en fait. Donc j'ai pas le temps de la curiosité parce que c'est tellement. Je parlais de cet expert en transport d'œuvres d'art. J'allais dans la voiture, il m'a raconté des trucs, j'étais là genre ouais, mais incroyable, fou, j'ai trop envie de suivre ta vie. Donc non, je vais piquer le savoir des autres, tu vois, par personne interposée. Bon écoute, merci beaucoup David pour cet échange, c'était passionnant. Je pense qu'on a passé vraiment un très bon moment. Et je fais une petite aparté. Alors ça c'est du teasing, vous êtes les seuls à le savoir et peut-être que ça se fera pas. Mais normalement on devrait faire un triple programme au Club de l'Étoile dans les septembre, en tout cas avant fin 2025, où on ferait une projection du coup à Paris, première projection cinéma. Alors parce que les films ont été repris parfois en festival ou dans le cadre de conférences et ça, en tout cas il y a les curseurs sont les curseurs on dit non, les curseurs sont pas ouverts mais les voyants sont ouverts. Les curseurs sont levés. Ce cinéma en plus j'ai déjà bossé avec eux, ils font des soirées événementielles assez cool. Et donc là on serait parti sur une grosse fin de journée, fin de soirée de plus de 4 heures avec les 3 films et puis la présence de Xavier et puis des intervenants et puis voilà, on va construire ça avec eux au fur et à mesure, mais super. Mais c'est chouette parce que les films continuent à vivre. D'ailleurs il y a un musée au Québec qui a fait une exposition sur non je confonds, retire, ça n'a rien à voir, mais grosso modo, on nous sollicite de plus en plus sur des expositions, sur des manifestations et du coup les films vivent aussi comme ça et du coup il y a des projections. Un support au final pour parler du sujet d'une autre façon. Ouais, et ils sont toujours vivants. Ouais. He's alive. Bon écoute, tu me confirmeras ça, comme ça on pourra en parler sur les réseaux et emmener le Club de l'Étoile. Et puis en attendant, c'est dispo enfin là sur Max. Donc on va pouvoir regarder. Les 3 sont dispo?
C'est une bonne question, mon capitaine. Et donc, les 2 ans sont super. Donc, les 3 sont dispo, c'est confirmé par Marceau. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça. C'est vraiment passionnant et ça mérite d'être vu. Puis ensuite, de lire tous les contenus qui sont présentés. Voilà. Et pourquoi ne pas revenir si un jour il y a un 4e avec Xavier Fournier, cet horrible personnage. Et je rends aussi à Frédéric Rallière, qui est le co-réalisateur des films, qui en plus les monte. Donc lui, il a un travail d'archivage. On a retravaillé chaque image d'archive, chaque truc qu'on a récupéré, parce que je disais des archives africaines qui n'étaient pas dans des états super et qu'on a réussi avec lui à rendre vraiment en HD top qualité. Pourquoi pas pour la séance du Club de l'Étoile de refaire une interview avec Xavier et Fred, ça sera avec plaisir. Bon merci pour l'invitation. Merci à toi, à bientôt.